Dans le chariot, les preuves du scandale de l'Arc, révélé par la Cour en 1996. Une des plus grosses affaires découvertes par l'institution financière. Jacques Rosemary, l'ancien président de l'Arc, l'association pour la recherche contre le cancer, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Derrière les murs du Palais Cambon vit l'institution la plus méconnue de l'État, la Cour des comptes. « 230 magistrats chargés de faire la chasse au gaspillage de l'argent du contribuable et de dépister les scandales de la République. Aujourd'hui, la Cour se prépare à une prestation de serment en l'honneur des nouveaux venus. La robe, il ne l'enfile que lors des cérémonies. Emmanuel, lui, a prêté serment il y a 8 ans. Il a 32 ans. Voilà, là, ça y est, la ceinture est mise. Ouf. La prestation de serment, c'est pas un moment neutre. Hein. Bien sûr, ça n'a rien de compliqué, mais enfin, on est quand même un peu intimidé. On jure un certain nombre de choses, mais surtout, on rejoint le corps. On rejoint le corps de la Cour des comptes, dans lequel, a priori, enfin, on en restera membre pendant 40 ans. Enfin, c'est pas rien, quand même. Monsieur le Premier Président. Philippe Séguin est entré à la Cour en 1970. Après 34 ans de vie politique, il est revenu en 2004 comme premier président de l'institution. Ici, on est magistrat à vie. Dans le couloir, ils sont 5 à attendre de prêter serment. Pour être ici, il leur a fallu sortir dans les 15 premiers de l'ENA, l'École nationale d'administration. Hélène a 34 ans. Alain, 38 ans. On est ému parce que c'est un grand moment quand même. C'est un aboutissement, puis il y a nos familles, donc c'est important. Puis on prête serment, donc c'est quand même un gros investissement, une vraie responsabilité. Ce que vous aviez toujours rêvé de faire? Travailler pour l'État dans des fonctions de contrôle, en tous les cas, c'est un vrai engagement de service public, ça c'est sûr. C'est un engagement vraiment personnel pour l'État. Monsieur Fontanelle, mesdames Meunier, Favre, Thiard et Dupondel, et à les introduire à l'entrée du parquet. L'heure est venue pour le grand salut de la Cour des comptes. Vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de garder le secret des délibérations et de vous comporter en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Monsieur Fontanelle. Je le jure. Madame Magnier. Je le jure. Acte est donné de votre serment. Monsieur le procureur général, entendu en ces réquisitions, reçoit Monsieur Fontanelle, Mesdames Magnier, Falk, Thiard et Monsieur Blondel, en qualité d'auditeur de 2e classe. Auditeur de 2e classe, le premier échelon d'une longue carrière au sein de cette institution financière. Ils pourront la quitter pour un poste dans la haute administration et y revenir. Ça y est, on a prêté serment. C'est quelque chose quand même. Créée par les rois de France, restaurée par Napoléon en 1807, la Cour est aujourd'hui installée dans cette forteresse de 3 bâtiments autour du Palais Cambon, au cœur de Paris. Ici, on épluche le train de vie de la République, tout ce qui touche à l'argent du contribuable, y compris les dons aux associations. La Cour est divisée en 7 chambres qui se partagent les secteurs de la société. Culture, affaires sociales, justice, défense. Salut Emmanuel. Merci de votre message et bien vu. Tu vas bien? Oui. Très bien.
Le président Pic dirige la 3e chambre, en charge de la culture et de l'enseignement supérieur. Il est surtout venu faire connaissance avec les nouveaux auditeurs. Je suis certainement la nouvelle auditrice. Ah, ça, je sais que vous avez déjà vu. Voilà. Et peut-être que vous irez à la 3e chambre. Peut-être. Ils sont 5, il y a 7 chambres. C'est eux qui choisissent. Et c'est le premier président qui affecte. Donc la seule chose que je puisse faire, moi, c'est leur dire pourquoi s'ils viennent à la 3e chambre, ils ont une chance peut-être d'y être heureux. Ce matin, les nouvelles recrues ont rendez-vous chez le président Pic. Je suis heureux de vous accueillir dans cette salle, qui n'est pas la salle de réunion de la 3e chambre. Il s'est entouré de 3 magistrats de son équipe. Et je vous accueille entouré de Maya Virgin, qui était donc l'auditrice qui est arrivée l'année dernière, Thomas Le Sueur, et enfin Karim Moutalib, donc les 3 dernières promotions. Nous faisons à la Cour tous le même métier. Il y a une exigence éthique, et en tout cas à la Cour, extraordinaire, qui vaut bien celle des compagnies religieuses. Une exigence éthique, mais incroyable. Parce que nous savons que nous n'avons pas le droit de nous tromper. Nous faisons un métier où nous exposons les autres. Nous pouvons les mettre gravement en cause. Quand la Cour conteste la gestion d'un grand responsable public, c'est un acte grave. Donc ça exige de notre part une formidable rigueur morale. Parce qu'en tout juge, il y a un shérif qui sommeille. Et les shérifs, c'est très dangereux. Parce que le shérif, il sort très vite le colt. Le juge n'est pas un shérif. J'ai un discours à l'égard de tous, et puis celle ou celui qui déciderait, inspiré par un souffle puissant, de venir rejoindre la 3e chambre, on aura une conversation plus personnelle. Alors bonne chance, et puis choisissez comme bien. Opération séduction réussie pour le président Pic. 3 auditeurs ont envie de venir le rejoindre, mais il n'y a qu'une seule place. On a envie de vous demander, mais vous allez faire comment? Vous allez tirer à la courte paille? On va discuter entre adultes. Il n'y a pas de problème. Finalement, c'est Alain qui décroche la place à la 3e chambre du président Pic. Dans ce chariot, la comptabilité de l'université de Paris-Dauphine, le premier contrôle d'Alain. Des dizaines de livres de comptes, des liasses de documents qu'il va falloir éplucher pendant des semaines. Voilà la bête. Voilà. Si vous voulez vérifier. D'accord, je crois qu'on avait compté avec Madame Moisson, il devait y en avoir 46. 46. 46 dossiers, et il y en a encore 5 fois plus dans les archives. J'en ai 22. J'en ai 24. 22 plus 24, 46. Quand vous avez choisi ce métier, vous vous attendiez à ça? L'image d'Épinal d'Elias, on l'a sans avoir même vu l'Elias. On sait qu'à la Cour des comptes, il y a des liasses, on sait qu'il y a un bâtiment dédié aux liasses, donc on sait qu'il y a un travail, et c'est la spécificité, une des spécificités de la Cour des comptes, et qui assoit sa rigueur et sa légitimité dans son jugement, c'est de travailler sur des choses incontestables, et donc sur des pièces, pas sur une impression ou sur un constat fait entre 2 portes ou sur une rumeur. Vous n'avez pas de plein de poussière sur les mains là déjà? Alors traditionnellement, ce qu'on appelle un cabinet, donc le bureau du magistrat, est fait d'une pièce dans laquelle il y a un lavabo, justement pour permettre au magistrat de prêter les liasses sans avoir peur de salir les mains. Dans un avion de l'ONU qui survole la Côte d'Ivoire, Hélène. Après seulement 5 mois de contrôle à Paris, elle a été prise dans une équipe de la Cour chargée de vérifier les comptes de l'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Car la Cour des comptes a aussi des missions à l'étranger. Depuis 2001, l'institution française est commissaire aux comptes de l'ONU, ainsi que d'une dizaine d'autres organisations internationales. Ici, le contingent des Nations Unies s'interpose depuis 3 ans entre les forces rebelles et les troupes gouvernementales. C'est la première fois qu'Hélène découvre une zone de guerre, un tel déploiement de force. Je pense à tous les événements qui se sont passés auparavant, parce qu'on en parle un peu, et au fait que aujourd'hui la vie a repris ici. Donc,
On avait vu des images assez dures à l'époque. C'est aussi le rôle de l'ONU de faire revenir la paix, maintenir la paix et faire que les gens reprennent leur vie normale. Pour ça, c'est assez fort comme sentiment. À Abidjan, le quartier général de l'ONUCI surplombe la ville. L'opération coûte plus de 160 millions d'euros par an à la communauté internationale. Il faut transporter, nourrir et équiper une force de 10 000 hommes de toutes nationalités. C'est pour cela que la Cour des comptes a son mot à dire. J'ai de la chance de pouvoir partir. C'est vrai que on nous avait présenté quand on a choisi la Cour cette possibilité de faire des missions à l'étranger. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour nous une ouverture. Pas seulement de faire de la comptabilité française, de voir ce qui se passe à l'ONU, dans d'autres types de comptabilité. Pour l'instant, ce que vous faites, vous auriez pu le faire à Paris ou dans un bureau, non? Non, c'est pas possible. C'est très difficile d'analyser les choses dans un bureau à Paris lorsqu'on n'a pas la vision de la situation ici. Donc là, ça nous permet de prendre des rendez-vous, de rencontrer des gens, d'avoir des explications, parce que des tableaux de chiffres comme ça sont très, très longs. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, donc là on passe un coup de fil, on va les voir, ils nous expliquent, après on va sur place. Donc c'est vraiment utile d'être ici pendant 3 semaines, c'est intensif. Ouais. Hélène? Oui? Bien, je crois que c'est l'heure de notre rendez-vous. Ok, on est parti. Le chef de la mission s'appelle Richard Belin, un magistrat de la Cour détaché en permanence auprès de l'ONU à Genève. Ici, ils ont le droit de pousser toutes les portes, même celle du commandant militaire de l'ONUCI, le général camerounais Fernand Marcel Amoussou. Madame, vous allez bien? Très heureux. En vous souhaitant encore une fois la chaleureuse bienvenue, même si le chef de mission et d'autres l'ont déjà fait, je vous donne, comme on dit dans l'armée, les pleins pouvoirs. C'est important ce que vous allez faire. Je vous sens très détendu avec ce contrôle, cet audit. Mais oui, vous me voyez détendu. Vous savez pourquoi? Parce que je suis heureux d'être audité. Même si l'audit doit conclure pour dire « Ah, général, le travail que vous faites là, ce n'est pas bon », mais c'est ça qu'on recherche. Nous ne devons pas être complaisants. Non, la responsabilité est immense. Ce que nous faisons ici, nous le faisons au nom de la communauté internationale. Et donc ça engage la communauté internationale. Voilà pourquoi il faut que nous ayons des regards extérieurs pointus, sans état d'âme, pour dire oui, ça se passe bien, non, ça ne se passe pas bien. Et nous faire des recommandations. Voilà. Moi, du petit œil, quand on comme ça, c'est le paradis des auditeurs. Au revoir, madame. Merci. Le paradis des auditeurs, mais surtout le début d'un marathon de 3 semaines. Le café est bien volontiers. D'accord. Aujourd'hui, direction Colas, une banlieue d'Abidjan où se trouve une importante base de stockage de matériel qui servent à équiper et nourrir les contingents. Frigo, générateurs, 4x4, ce sont ces équipements qui se prêtent le plus au trafic et autres détournements de matériel. We sent you a request. So Jean-Michel Perea, who is here, will control the generators, and I will control the refrigerators. Pourquoi il faut tout regarder comme ça? Parce que pour nous, en fait, on sait qu'ils ont été payés, on nous dit qu'ils ont été reçus, il faut qu'on contrôle qu'ils existent bien, qu'il n'y a pas entre-temps ce qu'on appelle entre guillemets du coulage, c'est-à-dire que qu'on ne trouve plus le matériel. Impossible de tout regarder dans ce dédale de conteneurs. Alors on applique ici le contrôle par sondage. Hélène et Richard ont demandé à voir 3 frigos qu'ils ont choisis au hasard pour tester la gestion de la base. C'est quoi le numéro? 65, 62 and 63, 65, 62 et 93. Tu crois que tu peux y aller? Je sais pas. Méfie-toi quand même. Hein, là, tu vas faire gaffe. Viens là. Ça sert à rien d'y aller trop tôt déjà. On fait le down. Fine. C'est bien que t'aies pas mis de jupe. You are so brave. C'est le modèle Ougour. Ouais, c'est turc. Turc. Alors ça c'est le 62, très bien. Il y a le 61 aussi. Ah, mais le 61 on l'a pas demandé.
Le premier frigo est bien là, mais les deux suivants sont introuvables. Il en faut plus pour décourager les enquêteurs français. Ok. Ça, c'est une règle d'audit. Moins on en trouve, plus on en cherche. Donc là, comme on n'en trouve qu'un sur trois, on étend l'échantillon. Ok. Hein? On leur demande choisir. Je sais pas, ça. Oui, d'accord. Deux autres frigos sont choisis au hasard. 18 417. Which container is that? I don't see the number. Which container is that? Ils sont en train d'essayer d'ouvrir le conteneur de celui qu'on a ciblé, le 18 417. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir le trouver pour pouvoir enfin avoir un échantillon qui soit un peu représentatif quand même. Et là, vous partez pas d'ici Ah bah sans avoir trouvé, en avoir au moins vu un autre, oui. C'est pas possible pour entrer. Il y a le 18 417. Alors d'abord, il y a une porte qui est fermée à clé, donc on n'a pas la clé. Et ensuite, même si on peut ouvrir, fracturer la serrure, il y a des bornes, vous voyez, des vis d'amarrage. On peut donc pas ouvrir la porte. Alors dedans, à l'intérieur, tu vois un paquet. Ils me disent que le 18 417 est dans le paquet, mais je peux pas. Voilà. On en choisit un autre? Ok. Let's choose another. Après 2 heures d'efforts, ils ont enfin trouvé un frigo pour leur sondage. En haut de l'échelle, au fond de ce conteneur. 21 323, c'est comme au loto. 21 323. D'accord, je l'ai. Et c'est quoi le numéro de conteneur, Richard? Le numéro de conteneur, je ne le connais pas. Ils sont là. Demande-lui. Tiens, monsieur, le numéro de conteneur, il est en bas, vous direz à la dame. Après. C'est bien 300 litres, hein, Richard? Où est-ce qu'on voit les litres? On voit pas tout, mais c'est un truc qui fait 100 kilos. Est-ce qu'il y a le... Non, normalement c'est à 300 litres, 560 litres. Bon. Ça me rappelle la grande crevasse quand je prison Roche. Vous voyez pas le litre? Bah laissez alors, on va essayer de se débrouiller. Ok, so we go. You want the details on this? Avec les générateurs, problème inverse. Il devait y en avoir 15, il y en a 3 de trop. Philip, we are supposed to have 15 generators here, but we have 18. What is the... You must have papers to justify it. Oh no, they have. When did you... I mean, Where are the the vehicle. papers? Oh, No. you have to ask specifically for that. Okay. Yeah, okay. They will So I provide. asked you. They cannot bring all their files with know, them here. but Okay. we asked There them to is a little bit of provide- reasonableness in terms of the documents they can provide to you under the palm So tree. that's why we just asked for Yeah. generators documents and refrigerators documents. The Okay. only two. All right. Okay. Okay. Hélène, on vous sent en forme. Ah, vous trouvez? Je sais pas, là, ça fait quelques jours que vous en sentiez moyennement, là, c'est au feu de l'action. Là. Ben là c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les choses et c'est intéressant en termes d'organisation aussi pour nous. Ce qui est toujours très important, c'est de voir à quoi sert l'argent public. Là c'est de l'argent public aussi parce que c'est les Français qui ont contribué à l'ONU, c'est les Américains, enfin tout le monde entier contribue. Notre objectif c'est d'arriver à maintenir la paix en Côte d'Ivoire, enfin l'objectif de l'ONU. Et c'est vrai que voir ces stocks là, voir ces commandes, bon, à quoi ça sert, ça pose des questions quand même, parce que c'est de l'argent public. C'est grâce à l'accumulation de ces vérifications que l'équipe se fera une idée de la bonne ou de la mauvaise gestion de l'ONU en Côte d'Ivoire. Tous les problèmes rencontrés seront signalés dans le rapport final que les magistrats français enverront à l'Assemblée générale des Nations unies. D'ordinaire, c'est la Cour qui choisit les administrations qu'elle contrôle. Mais elle travaille de plus en plus sur commande du Parlement. Ce matin, Emmanuel Gianesini entame des vérifications à la demande du Sénat. Avec Maya, sa jeune coéquipière, ils partent contrôler un des organismes qui gère les grands travaux en France, l'EMOC, l'établissement public de maîtrise d'ouvrages culturels. Théâtre de l'Odéon, musée d'Orsay, nouvelle cinémathèque, verrière du Grand Palais. Quand l'État veut construire ou restaurer un grand musée, il fait en général appel à l'établissement public. Problème, ces grands travaux de l'EMOC ont dépassé les budgets prévus de 30% en moyenne. Pourquoi ? C'est ce que Maya et Emmanuel vont essayer de comprendre à la Cité du patrimoine et de l'architecture dans le palais de Chaillot. Ici, le dépassement est de près de 30 millions d'euros. Merci beaucoup de nous accueillir. Rendez-vous avec Luc Tessier, le numéro 2 de l'établissement public. Les archives.
Il se dit victime des changements de programmes successifs. L'État a décidé en cours de route d'ajouter un musée de l'architecture au musée du patrimoine. Le bâtiment a dû être totalement repensé. Alors ici, vous avez deux grands ascenseurs panoramiques qui vont monter en haut, qui viennent des expositions temporaires, et c'est un peu la colonne dorsale de notre installation de communication. Le grand changement entre le programme 2 et le programme 3, les ascenseurs panoramiques étaient greffés sur ces baies. On voyait la tour Eiffel se dégager, on montait contre ces fenêtres et en gros on montait en regardant l'extérieur, comme si Paris était un objet de la collection. C'était aussi très très beau. Et l'escalier était au milieu ici, c'était un grand escalier cylindrique et d'un effet qui cassait la perspective. Ça a coûté beaucoup plus cher. Alors, disons que ça n'a pas coûté beaucoup plus cher, ça a coûté plus cher. C'est-à-dire que forcément, quand vous faites une cité de l'architecture du patrimoine à la place d'une cité du patrimoine, vous ajoutez des ingrédients, et ces ingrédients, ils ont un coût. La Cour n'est pas juge de l'opportunité ou non des modifications de programme lorsqu'elles concernent les axes éditoriaux. C'est-à-dire qu'à la limite, ce n'est pas à nous de dire s'il était bon de mettre à la fois l'architecture et le patrimoine au même endroit, et si le fait de transformer un escalier en ascenseur panoramique marque cette inflexion éditoriale. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça nous permet de comprendre pourquoi le chantier a duré plus longtemps, pourquoi, en raison de cette inflexion, il y a une reprise des études, par exemple, du maître d'œuvre. Donc les reprises d'études, forcément, ça coûte cher, puisqu'on les rémunère auprès du maître d'œuvre. Pourquoi les éléments supplémentaires, in fine, représentent dans un des avenants, la convention de mandat que nous connaissons, sont chiffrés par exemple à 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est simplement pour mettre en place, pour comprendre comment tous ces éléments, in fine, impactent les coûts, les délais et donc la performance de l'établissement. La direction du musée a elle aussi parfois changé d'avis à la dernière minute. Par exemple pour la fermeture de ces portails de cathédrale. Une polémique a été faite sur les fonds de portail, ici. Et donc ça, c'est un truc qui m'exaspère, alors même que ça avait été validé par tout le monde. La cité a obtenu un changement. On va être obligé de relisser complètement ça parce qu'on nous dit oh, « mais c'est une porte de garage, c'est épouvantable, il ne manque plus que le panneau défense de stationner ou enlèvement immédiat. » Du point de vue de la Cour des comptes, que le fond soit lisse ou strié, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai un avis esthétique qui me concerne, qui n'engage que moi, mais qui n'a pas d'importance. Si on les modifie maintenant pour un coût qui peut atteindre quelques dizaines de milliers d'euros, je ne pense pas que ça aille tellement au-delà de refaire ces fonds, nous on estimera que c'est quand même un problème, parce qu'effectivement ces modèles avaient été validés, qu'on savait ce que l'on faisait, et qu'il n'y a pas de justification d'urgence ou objective. C'est vraiment des préférences changeantes. Les préférences changeantes, ça peut coûter cher. Le contrôle se poursuit au Louvre. Ici aussi, les préférences changeantes ont coûté cher. Les conservateurs ont mis 3 ans pour choisir la place de la Joconde. Pour accompagner Emmanuel et Maya, Hervé Barbaret, un des administrateurs du musée. Il laisse rapidement la place à Jean-Claude Dumont, le président de l'EMOC. La Joconde est aujourd'hui installée dans cette simèse, au milieu de la salle des États. La meilleure place pour faciliter la circulation du public. Mais au départ, tout avait été prévu pour la mettre ici, à la place des Noces de Cana. Coût de l'hésitation, 1,5 million d'euros pour refaire toutes les études et blinder la stèle. Le changement de positionnement des œuvres n'était pas un seul problème d'accrochage. C'est-à-dire que tout a changé. Il faut bien voir que la dimension de la simèse n'est pas la même, puisqu'elle avait au début une dimension pour porter les Noces de Cana, qui l'obligeait à être extrêmement grande. Le fait qu'elle ne porte plus que la Joconde a fait qu'elle a été redimensionnée par le maître d'œuvre. Sa position a été légèrement décalée et de fil en aiguille, tout a changé. Il y a eu un petit supplément sur les dispositifs de sécurité. Je crois que le verre a été refait. Enfin, c'était relativement marginal. Il y a eu un très long débat. Le Louvre a longuement discuté. Il a choisi ses armes. Et nous avons mis en... Quelqu'un a pris un maillet. C'était au-delà du maillet. C'était autre chose. Vous essayez éventuellement avec une arme à feu. Voilà. Donc le verre était épais puisqu'il était protecteur. Donc il fallait un verre épais blanc.
et le plus blanc possible pour qu'il l'épaisseur ne rajoute pas une couleur. Le vert a été très compliqué. Là, je vois, vous vous connaissez bien tous les deux. Je connais un petit peu, oui. Vous connaissez d'où? De la Cour des comptes, justement. Tout simplement, oui. Il se trouve que la Cour des comptes étant aussi ce qu'on appelle un grand corps de l'État, ses membres travaillent dans différents endroits de l'administration, notamment dans le secteur culturel. Et il se trouve qu'Hervé est administrateur général adjoint du musée du Louvre. Il n'y a pas un conflit d'intérêt? Non. Non seulement il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais je pense que même un magistrat de la Cour des comptes qui vient contrôler une administration ou un établissement dans lequel un magistrat a des responsabilités opérationnelles sera sans doute plus sévère. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. L'établissement contrôlé, c'est les MOC, dirigé par le président Jean-Claude Dumont. Et le Louvre, en fait, nous accueille, puisqu'en fait, les MOC agissaient comme mandataires du musée du Louvre. C'est une petite subtilité juridique, mais qui fait qu'on est encore plus à l'aise. Voilà. C'est qu'en plus, nous ne contrôlons pas aujourd'hui la gestion d'Hervé, donc il n'y a pas de problème. On va pas simplifier les choses, mais bon, c'est pareil quand même. Sécurité sociale, ministère, universités et bien sûr musées nationaux. En moyenne, les grandes institutions sont contrôlées tous les 4 ans. De retour dans leur bureau, Emmanuel et Maya commencent à rédiger les premières conclusions de leur rapport. Liste grand projet 2016, c'est celui-là, ça c'est celui du ministère. Ces grands travaux qui ont été programmés, c'est-à-dire dont la décision de principe a été prise depuis 10 ans, ils représentent environ 2 milliards d'euros. C'est ça la liste à laquelle on arrive. Donc on voit bien qu'il y a quand même un enjeu qui est quand même assez important. Dans une année donnée, une opération donnée sont des choses qui peuvent sembler relativement modestes. Lorsqu'on évoque le dépassement du budget sur la salle des États avec l'intervention de la Joconde et des Noces de Cana, c'est pas énorme, 1,5 million d'euros. Mais il faut bien voir que la somme des opérations qui rentrent dans cette catégorie depuis 10 ans, c'est 2 milliards d'euros. Alors, donc un dépassement de 30% voilà. Fois le nombre d'opérations qui rentrent, en fait, un dépassement de 30% sur 2 milliards d'euros, ça fait beaucoup à la fin. Voilà. Et donc ça a forcément un impact sur le reste des crédits d'investissement du ministère, par exemple. Ça, c'est une observation, on va dire, de nature politique. En tout cas, c'est le rôle de la Cour des comptes de le révéler, en quelque sorte, parce que la mauvaise performance de la conduite des grands chantiers se traduit in fine par des tensions budgétaires sur le ministère de la Culture, et donc en réalité par des sacrifices et des arbitrages vis-à-vis d'autres politiques. Par exemple, la création. Bon, donc tout ça, il faut le démontrer. Hein. C'est pas... Là, il y a un peu de boulot, incontestablement, mais... Attends, notre tableau est moque... Ces déductions, ils vont devoir les défendre en personne, devant la 3e chambre. Quelques semaines plus tard, le grand jour est arrivé. Dans moins d'1 heure, le rapport d'Emmanuel et Maya va être passé au crible par leurs collègues magistrats. Chiffres à l'appui, ils vont devoir justifier les conclusions de leur enquête sur les dérapages des grands travaux. Devise de la Cour, ne jamais se tromper. Le principe, c'est qu'en fait, le rapport est le point de départ d'un débat qui va avoir lieu au sein de la collégialité. C'est à l'issue de ce débat que l'avis de la Cour sera engagé. Donc nous, on participe à ce débat en tant que rapporteur pour présenter les principales conclusions et propositions qu'on fait à la collégialité, mais c'est vraiment au cœur du débat que va se nouer la position de la Cour. Règle de transparence, les administrations mises en cause ont reçu une copie du rapport et ont eu la possibilité de répondre aux critiques. Emmanuel et Maya ont révisé leurs arguments avec le président Pic. Voilà, l'état de la contradiction, les réponses manquantes. La qualité des réponses et moi les suites, les propositions de suite. Et après on enchaîne de façon habituelle sur observation par observation comme d'habitude. Bon bah tout de suite alors. Vous préparez vos poulains à leur examen? C'est pas mes poulains, ce sont les rapporteurs de la Cour. Ce sont mes poulains parce que je les aime bien. Non, le principe c'est que les rapporteurs, c'est un moment important pour eux, puisqu'ils viennent rendre compte de leurs travaux devant une collégialité qui est composée d'une quinzaine de... non pas de vieillards, mais de femmes et d'hommes d'expérience. Donc c'est un moment pas désagréable, mais important. À tout de suite. Pas d'angoisse là? Si, un peu. Ouais. C'est quand même pas tout à fait la première fois non plus. Bah pour toi, oui. Moi, ce n'est que la 2e. Donc... Ah oui, c'est là où on se sent un petit peu débutante dans les... ouais. Généralement, ce sont des gens polis, vous dites votre travail est formidable, etc. Mais en réalité, on décode quand même un peu. S'ils trouvent que c'est vraiment bien, ou si c'est pas terrible. Les débats vont durer 5 heures. Emmanuel et Maya veulent faire passer l'idée que les dépassements budgétaires sont dus à l'indécision des directeurs de musées et des décideurs politiques.
Alors? C'est pas fini. L'intensité des débats ne laisse pas augurer d'une séance de tout repos après. Je pense que ça va être compliqué. Sur un ou deux points, on a quand même dû abandonner. On a dû abandonner notre idée. Voilà. 15 fois suivi, une fois donné tort. Ouais, c'est très modeste, mais c'est le 1 qu'on retient. C'est au 1 qu'on est en train de penser. On va dire, il faut croire qu'on n'a pas été assez convaincant, qu'on n'a pas démontré suffisamment notre point de vue, et du coup, on n'a pas pu le maintenir. Dans quelques semaines, Emmanuel et Maya sont attendus au Sénat pour une audition parlementaire sur les gaspillages des grands travaux. À la cour, les archives occupent 6 étages de ce bâtiment, l'immeuble Chicago, jusque dans les sous-sols. En tout, 38 km de linéaire. Administration, entreprises publiques, ministères et autres associations ont obligation de déposer ici leur comptabilité chaque année. C'est l'univers de Jean Depasse, le chef du greffe. Ici, vous avez des boîtes, c'est le Centre national de la recherche scientifique qui sont stockées ici. Il y a environ 6000 boîtes. Tout ça, ce sont le CNRS. On peut continuer ici. Également cette travée des deux côtés. Et tout ça représente une année de pièces justificatives de l'établissement. Ainsi que cette travée des deux côtés, également celle-ci, et celle-ci, et encore celle-ci. Et ça se termine dans cette travée-là. Voilà. Une accumulation impressionnante. Alors, tous les 6 mois, c'est le grand ménage. 50 tonnes de pièces comptables partent à la benne après vérification. Elles sont immédiatement remplacées par les nouvelles comptabilités de l'année. On détruit en fonction des desiderata des présidents de chambre de la Cour. Et donc, ces documents, bien sûr, on sait ce qui est détruit. Direction, une déchetterie de la région parisienne. Il faudra 3 camions pleins et 3 jours de travail pour boucler l'opération. Avec la cour, rien ne se perd. Les anciens comptes de l'État finissent en papier recyclé. Mais certaines archives ne sont jamais détruites. Dans cette pièce sécurisée au sous-sol, la cour conserve les preuves des scandales de la République. L'affaire des avions renifleurs d'Elf dans les années 70 ou les détournements de l'association Carrefour du Développement dans les années 80. Dans le chariot, les preuves du scandale de l'Arc, révélé par la Cour en 1996. Une des plus grosses affaires découvertes par l'institution financière. Jacques Rosemary, l'ancien président de l'Arc, l'association pour la recherche contre le cancer, a été condamné à 4 ans de prison ferme. En juin 2000, c'est l'épilogue du plus gros scandale de la décennie. Sur 10 € donnés par le public, la moitié allait directement dans la poche de celui qui se présentait comme le bon samaritain de la lutte contre le cancer. 50 000 cancers associés au virus sont prévisibles. Au début de l'enquête, Jacques Rosemary avait été très courtois avec les 2 enquêteurs de la Cour des comptes. Persuadé que son système de fausses factures était indétectable. C'était le fait qu'il y ait des titulaires de comptes et qu'on retrouvait l'ensemble des opérations particulières. C'était sans compter avec la détermination de Georges Capdebosque et de Michel Pierreprat. Il a fallu examiner des quantités innombrables de pièces. Ici, c'est la sélection qui nous a servi. Nous avons contrôlé, je ne sais plus, 21 ou 22 centres des impôts pour aller rechercher les pièces qui nous intéressaient. C'est un travail de fourmi. C'est surtout ça que ça me rappelle, effectivement. Georges Capdebosque est quelqu'un qui travaille de manière extrêmement précise. Il m'a inculqué cette méthodologie. Et c'est vrai que ça me rappelle surtout les nombreuses heures qu'il a fallu passer pour déterminer exactement et avec précision l'ensemble de ces démonstrations, parce que c'est finalement une véritable démonstration que nous devons faire. Il n'était pas trop de deux pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce qu'au début, on ne comprenait pas ces comptes.
Et du coup, il fallait prendre chaque ligne, aller le détail de la ligne, et à un certain moment, on s'est demandé, pour parler simplement, si on n'avait pas la berlue, parce qu'on ne comprenait pas. Nous avons regardé ce que percevaient les laboratoires de recherche pour vérifier qu'effectivement, ce qui était perçu par les chercheurs était bien inférieur à ce qui était annoncé. En l'espèce, on annonçait 75% d'aide à la recherche. On a trouvé, bon, c'est les différents documents, qu'en regardant bien les comptes, on arrivait à 27,2% d'aide à la recherche. C'était ça l'essentiel. Alors effectivement, le corollaire, c'était où est parti l'argent. Montant du détournement, 49 millions d'euros. Et leur contrôle ne portait que sur une seule année. Comment? Par un réseau de prestataires installés à côté de l'Arc, à Villejuif. À la suite du rapport des deux magistrats, comme elle en a le droit, la Cour des comptes va saisir la justice et c'est un juge d'instruction qui va envoyer Crozes-Marie en prison. Ni amende, ni sanction. La Cour se contente de rendre public le rapport des deux magistrats. L'expression « épinglée par la Cour des comptes » prend tout son sens à la lecture des conclusions. On a fait une conclusion en disant l'Arc a dépensé des sommes d'un montant global bien supérieur à l'aide à la recherche pour ses campagnes et la mise en œuvre de ces campagnes appelle l'expresse critique du fait de l'existence de majoration de marge, de surfacturation et de commissions injustifiées. Ça semble un petit peu formulé de manière très diplomatique pour quelque chose aussi grave. Enfin, c'est la collégialité hein, qui a approuvé ces formules. C'est vrai qu'on... C'était peut-être diplomatique, mais enfin c'était clair. Hein. On disait ça n'est pas conforme et il y a des surfacturations. La Cour des comptes. En 2005, l'Arc a de nouveau été contrôlé par la Cour. Cette fois, rien à signaler. L'association verse bien les dons qu'elle reçoit à la recherche. 10 ans après le scandale, le tombeur de Jacques Crozes-Marie préside la Chambre régionale des comptes d'Orléans. Cette année, la Cour des comptes a lancé une grande enquête nationale sur les subventions versées aux clubs sportifs professionnels. Bonjour. Michel Pierre-Prat et ses magistrats s'intéressent au club de basket féminin de Bourges. Ce matin, dernière recommandation à Françoise Trassouden, la magistrate chargée du contrôle. Même si elle s'inscrit dans une enquête nationale, notre procédure n'est pas modifiée. Il faut que vous soyez attentive lors des contacts avec nos interlocuteurs. Moi, je vois deux précautions à prendre. La première, c'est avec les responsables du club sportif. Ce sont des entités qui n'ont pas l'habitude de voir arriver la Cour des comptes, Chambre des comptes. Et d'autre part, le maire de Bourges, vous savez la sensibilité bien sûr de nos élus, ils se demandent si d'un seul coup nous n'avons pas envie de trouver une anomalie majeure, un dysfonctionnement, une malversation. Donc il faudra bien expliquer que là nous rentrons dans le cadre d'une enquête nationale et que, bien évidemment, c'est parce qu'au niveau de celle-ci, le club de Bourges était intéressant pour nous au niveau de la région centre. On a toujours l'impression qu'en province, les gens se connaissent, notamment les notables, les gens qui comptent. Comment vous faites pour garder une certaine distance entre des gens que vous pouvez fréquenter par ailleurs et que vous devez contrôler? Eh bien, c'est vrai que cela demande une attitude qui soit exempte de reproches, à savoir... Autant je peux participer à telle ou telle manifestation publique par ma présence, autant je n'entretiens pas de relations personnelles, je ne vais pas dans les dîners personnels en ville chez tel ou tel. Lorsqu'un magistrat connaît personnellement tel élu, tel responsable de collectivité ou d'une association, généralement il se désistera. Avant d'aller voir le maire, Françoise veut voir les installations sportives. Comme les grands clubs de football, le club de basket féminin de Bourges a quasiment privatisé le gymnase public, pour un loyer symbolique de 5 000 € par an. Champion de France en 2006, vice-champion d'Europe en 2007, le club touche plus de 428 000 € de subventions annuelles. Bonjour monsieur, Françoise Trassouden. Charles Parnet, président du CGMBB. Enchanté. Et voici les responsables des finances. Madame, bonjour. Josette et René Soula. Bonjour monsieur. Il y a 4 tribunes qui correspondent donc aux 4 coins du stade et chacune est due à un maire différent. 2 maires de gauche et 2 maires de droite. Et chaque maire a laissé donc sa trace.
ici. Alors, là, vous avez ce qu'on appelle la tribune des partenaires. Et quel est le pourcentage d'utilisation de la salle? Est-ce que le club est l'unique utilisateur? Il y a un tout petit peu de scolaires. Oui. Et il arrive aussi que lorsque nous n'avons pas de match, il y a d'autres clubs, d'autres disciplines qui le demandent. L'intérêt de l'enquête, me semble-t-il, ça sera de voir quelle est l'ampleur de l'ensemble des aides qui sont mises à disposition des clubs, que ce soit au titre de mise à disposition, donc en nature, soit sous forme, quelles sont les prestations qui sont achetées, ou les subventions publiques qui sont données, et à quel titre sont-elles données. Puis il est certain que dans un tel gymnase, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il est réservé au basket de très haut niveau. Est-ce qu'on peut voir la salle de musculation ? La salle de musculation, elle aussi, est totalement monopolisée par les professionnels. Alors c'est du matériel qui a été acheté par le club. Hein. D'accord. Voilà. Et qui appartient au club. Mais le club amateur n'a pas accès. N'utilise pas, n'a pas accès. Le club amateur n'a pas accès, et ce n'est qu'entre deux entraînements des pros que les scolaires peuvent profiter du parquet. Dernière étape, le contrôle des comptes. Françoise veut savoir si la comptabilité du centre de formation du club professionnel est bien séparée des dépenses du club amateur. Quand une facture arrive, vous la saisissez comptablement normalement, sans indiquer. Sans indiquer. Si elle est pour le centre de formation, sauf si, c'est un sous-compte. Ce n'est jamais différencié. Il faudrait que vous nous Avec cette comptabilité mélangée, il est impossible de chiffrer ce que coûte réellement le club à la mairie, en plus de sa subvention. Les tableaux qui nous ont permis d'évaluer le pourcentage au moment où on a séparé vraiment le centre de formation. Vraiment le centre de formation, je crois qu'on a... On en a parlé avec le président, on en a parlé tous ensemble, parce que c'est vrai que tout ce qui est... Donc vous n'avez pas un tableau à nous donner qui représenterait comment vous avez calculé... Comment on a calculé non. Honnêtement, non. Non, d'accord. L'intérêt, c'est de comprendre comment la partie centre de formation, la comptabilité du centre de formation était établie. C'était tout à ce stade-là. C'était à quelle date? 26. Pour mieux comprendre, Françoise va procéder par sondage, elle aussi, et choisir une facture au hasard. Aux comptables d'en retrouver la trace dans leur livre de compte. Je ne considère pas ça comme un contrôle de sécu ou un contrôle financier des impôts. Je considère ça plutôt comme une façon pour l'État de regarder si les fonds publics sont bien employés, et puis là-dessus, je suis tranquille. Ça va, monsieur, dame les comptables, vous vous y retrouvez là? Un petit peu nerveux là quand même? Non. Mais quand on cherche, on est toujours nerveux. Le nez dans les comptes toute la journée, c'est pas un peu rébarbatif? On voit beaucoup de choses dans les comptes. C'est une représentation d'une réalité. Il n'y a pas qu'une façon de représenter la réalité. La compta en est une, et qui est très intéressante. Vous vous en lassez pas? On ne peut pas s'en laisser. Voilà, alors on le retrouve donc au 468, charge à payer. Je l'ai trouvé, je ne sais pas où. Je l'ai trouvé. Reste à connaître les raisons de la générosité de la mairie avec le club de basket. Le maire de la ville s'appelle Serge Lepelletier. Ancien ministre du gouvernement Raffarin, il est un poids lourd de la politique nationale. Oui, bonjour, Serge Lepelletier, c'était pour savoir... L'aide qu'il fournit au club, il la revendique. Il vient même de l'augmenter de 100 000 €, et pour lui, ses administrés en ont largement pour leur argent. Mon intuition, c'est quand même ça coûte pas très cher. Parce qu'on est dans un sport qui est le basket, qui est moins cher que le foot. On est, deuxième élément, dans un sport féminin, ça coûte moins cher que les hommes.
Et troisième élément, très important, nous sommes les premiers ou les deuxièmes, donc on a toute la notoriété. Ça fait maintenant 12 ans que je suis maire de Bourges, j'en ai eu plusieurs contrôles. Chaque fois, les choses se sont bien passées. Il n'y a pas de raison qu'on imagine que ça se passe mal cette fois, même s'il peut y avoir, on ne sait jamais, enfin, il peut y avoir toujours des difficultés. Mais ça a un intérêt pour nous élus, c'est que ça montre au club que tout ne peut pas être fait et qu'il y a des règles à respecter. Et ça, je trouve ça vraiment très important pour moi. François, c'est sympathique d'avoir des contrôlés qui adorent être contrôlés comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit à ce point-là. Il y a toujours une chose qui m'agace, par contre, dans les contrôles de la Chambre régionale des comptes, c'est que autant nous disons, nous élus, que la Chambre régionale est dans son rôle lorsqu'elle dit des choses sur la forme, c'est-à-dire sur la façon sur le droit, autant nous considérons que la Chambre va trop loin lorsqu'elle émet des avis d'opportunité sur les faits eux-mêmes et sur le fait que beaucoup d'argent a été mis dans telle chose plutôt que dans telle autre et que... Non, ça, c'est pas il ne me semble pas que ce soit le rôle de la Chambre régionale. En tout cas, en vous remerciant pour vous... L'enquête nationale de la Cour durera encore plusieurs mois. Gage de sa bonne volonté, le maire a décidé d'augmenter de 5 000 à 40 000 euros le loyer du club pour l'utilisation du gymnase municipal. Monsieur, merci, au revoir. C'est un plaisir, à bientôt. Au revoir, monsieur. Aujourd'hui à Paris, le Sénat examine le rapport de la Cour des comptes sur l'EMOC, l'établissement public chargé des grands travaux. Le président Pic est venu assister au débat avec Emmanuel et Maya, les deux enquêteurs des musées. Bonjour, vous allez bien? Vous? Très bien. C'est très bien pour eux de constater que le travail qu'ils font peut avoir un impact public. Dans notre métier un peu austère, quand on a la chance de pouvoir constater que le travail qui est fait est repris par les autorités politiques, en l'occurrence ici la deuxième chambre, eh bien on se dit qu'on a fait notre travail. Donc on est content. L'audition parlementaire est ouverte au public. Les sénateurs ont reçu le rapport d'Emmanuel et Maya il y a plusieurs semaines, mais pour l'instant rien n'a filtré. Ça crée un peu un suspense parce qu'on ne sait pas non plus ce qu'ils ont pensé non pas ce qu'ils ont pensé du rapport, mais ce qu'ils en ont tiré. Donc là-dessus il y a une petite incertitude et du coup ça rend la réunion intéressante. C'est pas du tout cuit, tout prévu. Monsieur le Président. Jean Arthuis préside la commission des finances du Sénat. C'est lui qui a commandé le rapport au président Pic. Et c'est lui qui a convoqué le président de l'EMOC, Jean-Claude Dumont. Monsieur le Président, bienvenue. Jean-Claude Dumont sait qu'il est sur la sellette. Le sénateur Philippe Marini ouvre la séance. Et il donne tout de suite le ton. Moi, je ne suis pas convaincu du tout de la nécessité de cet établissement public de maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'il n'existe pas des... Surprise pour Emmanuel et Maya. Dans leur rapport, les deux magistrats recommandaient au contraire de renforcer les pouvoirs de l'EMOC face aux hésitations des politiques. Je suis désolé de m'exprimer de façon peut-être un peu moins polissée que les circonstances ne le voudraient. Je voulais le faire en toute franchise et en toute transparence. C'est maintenant au tour du président de l'établissement public de se défendre. Vous êtes en poste de combien de temps, M. Dumont? Depuis 7 ans. Les projets que l'on a récupérés au début de l'établissement, c'était que des projets qu'on appelle normalement des projets plantés, des projets qui sont arrêtés. La maîtrise d'un projet en monument historique, c'est beaucoup plus compliqué de savoir combien ça va coûter. Parce qu'un bâtiment existant n'est pas connu. Un bâtiment existant, les vices d'un bâtiment existant ne sont connus qu'une fois qu'on l'a démoli. Donc c'est beaucoup. Est-ce que vous voulez dire que vous avez des difficultés spécialement avec les architectes en chef des monuments historiques? Non, on a des difficultés avec les bâtiments existants. Rien n'est aux normes, puisque les normes n'existaient pas. Objectivement, on est dans une vraie volonté de faire avancer les projets. Face aux attaques des sénateurs, le président Pic lui-même va intervenir et défendre les conclusions du rapport de la Cour. Nous avons le sentiment que les facteurs qui expliquent une performance contrastée ne procèdent pas de l'EMOC lui-même,
Quand on sait ce que sont ces chantiers, c'est pas tant la complexité, même si elle est évidente quand on est devant un monument historique, mais quand il s'agit d'établissements publics dont les responsables sont nommés en Conseil des ministres, et on sent souvent des personnalités de tout premier plan, sous les sunlights des médias, que les projets sont des projets politiquement signés, comme vous l'avez observé vous-même, que les maîtres d'œuvre sont des hommes de tout premier plan, et que par conséquent, les circuits personnels peuvent troubler les procédures administratives, il ne faut pas demander à l'administration de faire ce que seul le politique peut faire. À un moment, c'est dire « oui, j'accepte que cela coûte 30% de plus parce que le projet le mérite ». Et donc, le meilleur système administratif ne pourra jamais suppléer, vous le savez, Monsieur le Président, l'arbitrage politique. Le président de l'EMOC sauve sa tête. La commission des finances du Sénat ne recommandera pas la dissolution de l'établissement public, malgré les attaques du sénateur Marini. C'était le rôle du méchant, après il y a un côté bon flic, mauvais flic, mais... Oui, c'était drôlement... Les conséquences avaient l'air assez dures, non? Finalement non, mais ça aurait pu l'être, c'était ce qu'on était en train de se dire. Bon, c'était peut-être un peu de la provocation aussi de sa part, mais pour le coup, enfin, je trouve que c'est intéressant ce qui s'est passé à la fin, c'est-à-dire il y a eu cette intervention-là qui a marqué un espèce de grand coup, qui a posé le problème en des termes un peu crus, et en même temps ce qui s'est joué après, c'est qu'ils sont revenus justement au sens du rapport qui était beaucoup plus équilibré. Notre jugement était contrasté en disant la responsabilité n'est pas uniquement sur cet établissement-là, c'est ça qu'ont retenu les sénateurs, tant mieux. Mais non, si les suites avaient été plus dures, je pense qu'il faut les assumer aussi. Depuis 1991, la Cour des comptes contrôle l'argent des associations, celui de l'ONU, et certifie les comptes de l'État. Son célèbre rapport est attendu chaque année au mois de février comme le manuel des petits et grands gaspillages de l'administration. La Cour n'attend plus désormais que de pouvoir épingler le train de vie de l'Élysée.